Salut les amis du soleil, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je rencontre un homme qui, bien que très vieux, a marqué mon enfance. Et il faut dire que beaucoup d'entre vous vont maintenant écrire « Comment peux-tu lui donner une plateforme? Je le déteste ». Et l'autre moitié va écrire « Et moi je l'adore ». Personne ne divise l'Allemagne comme lui, on l'aime ou on le déteste. Il est devenu célèbre grâce à Viva. Sur ProSieben avec Louis Poché, il a conquis mon cœur et m'a fait rire. J'ai même repris le format ensuite. Il a également été sur Radio-Télé Luxembourg et Satin, mais sa deuxième grande popularité est venue avec le contrôle de l'écran pendant le Corona. Oui, vous savez de qui je parle, je me demande, que fait-il en ce moment? Après mon passage dans ton podcast, de nombreuses personnes m'ont demandé comment je pouvais fréquenter Olivier Poché. Pourquoi certains disent-ils cela? Pourquoi 2 ou 3 personnes pourraient-elles ne pas s'aimer? Mais pourquoi? Les bras croisés, ça veut toujours dire qu'on n'a pas envie? Non, c'est une posture de défense. Ne pas avoir envie, c'est différent. C'est une défense totale. Mais cela peut aussi venir de la température. Il fait encore frais. Mais oui, je polarise, tu le sais, il y a toujours des gens. Et ça, c'est un bashing contre Olivier Poché. Ça marche tout simplement très bien. C'est comme ça. Tu as toujours de l'attention, de la portée et des clics. Et il y a tout simplement des gens que je trouve nuls. Il y a rarement un entre-deux. C'est soit bien, soit de la merde. As-tu un ennemi juré? Je n'ai pas d'ennemi juré, honnêtement. Donc ennemi juré, non, je ne pense vraiment pas dans ces dimensions-là. Ça peut arriver que tu dises « Si lui vient, alors je ne monte pas sur scène. J'ai vraiment pas envie de le voir. » Non, là-dessus, je suis différent de beaucoup d'autres. Il n'y a personne avec qui je ne monterai pas sur scène. Je monterai sur scène avec n'importe qui. Il n'y a vraiment personne contre qui je m'opposerai. Christian Wolf vient-il aujourd'hui comme invité surprise? Ce serait bien s'il venait, ça aurait été son endroit. Normalement, nous aurions été ici. On aurait pu rester un jour de plus. Ou même pour moi, le même jour. Même l'après-midi, on aurait pu régler ça avec les protéines incluses et on aurait pu faire ça ici. Ça aurait été leur lieu. Qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Aujourd'hui se tient la grande rétrospective annuelle avec Günther Jauch, visible là-bas. Et Oli, qui est sur la photo là-bas? Je ne reconnais plus. Oui, je suis celui avec les lunettes, parce que je vois moins bien maintenant. Et je me suis refait le nez façon Haftbefehl. Mais oui, je fais une rétrospective de l'année, c'est ce que je fais maintenant. Une année avec Luc? 2 années même avec Luc. On a commencé avec Luc, c'était en 2022. D'une certaine manière, donc pratiquement. La première fois que tout redevient normal après le Corona. Parce qu'on pouvait à nouveau se produire, j'en ai fait un avec Luc à Münster. Ça a tellement bien marché qu'un an plus tard, on en a fait 2. L'année suivante, j'aurais aimé faire une plus grande tournée avec Luc. Mais finalement, à la dernière minute, Luc n'avait plus vraiment envie. Et puis... À cause de tout ce qui est arrivé à Luc ou parce que tu es si pénible? Non, curieusement, il a justifié ça pour des raisons d'image. Mais peu de temps après, il a littéralement jeté les handicapés à l'eau avec ses paroles, chez les Allemands. Et maintenant, je ne sais pas si, avec le recul, je dois être content qu'il m'ait protégé là-bas, presque avec prévoyance. Ou peut-être pas. Et puis je suis... Quand Luc te dit « Oli, je t'aime bien, mais aujourd'hui je préfère ne pas être vu avec toi pour mon image. » Oui, tu dis « Oh Luc, on est amis, ne pleure pas » ou bien « Je ne te parle plus ». Non, j'ai déjà clairement donné mon avis sur ce dont il s'agissait. Honnêtement, c'était un peu lié à ça. Avec un procès que j'ai maintenant contre Christian Duren, il faut que je distingue les différents Christians. Oui, on s'y perd facilement. Peut-être encore le compagnon d'Amira Führer, qui a fait circuler une vidéo dans le milieu des médias concernant une dispute avec Amira. Et à cause de ça, Luc avait un peu peur et s'est dit « Oh, si ça devient médiatique maintenant, alors je ne sais pas si c'est une bonne chose. » Il pourrait y avoir un orage, je ne veux pas être mouillé. Exactement. Sommes-nous déçus ou compréhensifs? Non, je suis déçu, ce n'est pas bien. Honnêtement, à un moment, je lui ai dit « Écoute, Luc, tu sais que tu fais l'objet de rumeurs de viol en public. » Enfin bref, je lui ai aussi expliqué ça très clairement. J'ai dit « Écoute-moi, Luc, on sortira et dira « Voici le frappeur et violeur de femmes, Luc Mockridge et Olivier Pocher. » On découvrira qui est qui ce soir. 12? Oui, mais c'est comme ça qu'il faut gérer ça. Et maintenant, la relation est-elle bonne? Cette semaine seulement, nous étions ensemble à Bad Nauheim pour un gala que j'anime depuis 14 ans, qui a un lien avec l'inclusion. Où il s'est également produit l'année dernière, où nous avons aussi, par exemple, veillé à cela. Donc même après qu'il ait eu son scandale, nous avons dit « Fais attention,
pour que tu puisses te commencer te produire quelque part. Par exemple, toutes les associations de personnes handicapées d'Allemagne ont dit « pas avec lui ». Il n'aurait donc jamais pu monter sur scène. Et je pense qu'avec cet événement, nous avons plutôt bien réussi à lui donner à nouveau une possibilité et une tribune pour se produire quelque part. Et il s'est aussi produit cette année, et nous avons également interprété un numéro ensemble, avec les succès de l'année, soi-disant, ou à travers toutes les décennies. Pour moi, tu es le jeune type cool et impertinent du talk show de Hans Meiser dans les années 90, qui a ensuite obtenu un stage chez Viva. Oui, alors, honnêtement, ça s'appelait « Hans fait de toi une star de Viva ». C'était le nom de l'émission. C'était en septembre 99 et c'était déjà clair qu'on devait ensuite présenter chez Viva. Viva s'est bien sûr laissé une porte de sortie, du genre « oui, il va faire une semaine et puis on verra ». Tout le monde, ouais, bougez votre corps, ouais. Quand j'ai gagné l'émission, alors que Viva voulait qu'un autre gagne, On sait qui, voilà. Toby Schlegel. non, Toby Schlegel était déjà là. Je sais, le collègue était là avec un ukulélé et les cheveux ébouriffés. Malheureusement, je ne me souviens plus de son nom. Mais c'était celui que Viva avait en fait prévu comme gagnant. À l'époque, il y avait aussi Mola Adebisi dans le jury, qui vient maintenant ici aussi. Milka est une rédactrice de Viva, était en direct. Et pendant la dernière pause publicitaire, où il fallait décider qui allait continuer, la rédactrice de Viva voulait, comme il se doit, accomplir sa mission. Dire « oui, donc c'est lui qu'on emmènerait », car cela signifiait qu'il devait gagner. Oui. C'était vraiment comme ça, j'étais déjà présent ce jour-là. Si tu regardais ça de façon neutre, celui qui avait le plus de réactions et de rires et tout ça, c'était déjà moi le meilleur. Mola a dit « non, Oli, c'était déjà moi le meilleur, sinon on le prend ». J'ai répondu que ce n'était pas ma décision. Et puis Milka, qui était chez Viva depuis seulement 3 mois, a dit « chez Viva, on a dit que Mola avait raison, c'est vraiment le meilleur. Et puis c'était une décision à 2 contre 1. Et puis ils m'ont pris avec eux, mais ils ont quand même repris l'autre aussi. D'une certaine manière, je crois qu'ils lui ont même laissé faire une semaine, mais c'était en quelque sorte le début de cette semaine-là. Et l'avant-dernier jour, le jeudi, je m'en souviens encore. Après Interactif, c'était de 15 à 17 heures, l'émission en direct, donc l'émission de la tranche principale sur Viva, arrivait l'avant-dernier jour. Ensuite, il y a eu le chef de service CVD qui a dit « on peut discuter un moment ? Tu viens seul ou avec la direction ?» Et là, j'ai dit « je préfère venir avec la direction ». Et à l'époque, je connaissais déjà le manager de Mola, qu'il a encore aujourd'hui, Heinz Jungklausen, et c'est lui qui a négocié mon premier contrat chez VIVA. Ensuite, j'ai signé un contrat de 2 ans chez VIVA, et c'était pratiquement le début. C'est comme au football où Heinz dit « Oli, s'il vient une fois par semaine, il touche 500 marques par émission. » Oui, honnêtement, c'était comme ça. Chez Viva, ils ont proposé 4000 marques par mois. Ce qui, même à l'époque, était déjà peu pour le milieu des médias et tout ça. Aujourd'hui, ce serait à nouveau correct? C'est vraiment ça. Ce n'était vraiment pas beaucoup. Et lui, au moins, il a réussi à négocier 5000. Mais il a ensuite pris 20%, il n'en restait plus que 4. D'accord. Sinon, sur les 4, si tu avais aussi pris 20%. Oui, il baisse tout simplement. Je ne sais même pas si j'ai payé les 20%, peut-être que c'était sur le régulier, mais ce qui était vraiment bien, c'est que toutes les modérations supplémentaires étaient rémunérées en plus. Et ça fait pas mal, parce que là, tu en as déjà pas mal. À l'époque, l'émission Aratak passait sur la Zweitdeutsche Fernsehen, et un animateur de Viva y allait chaque semaine. À l'époque, il y avait encore le Ringfest, le Salon You et toutes ces choses spéciales. Par exemple, ils étaient tous dedans et c'était toujours comme ça en valait la peine. Où tu recevais ici 5000, là 2000, parfois même 10 000 ou quelque chose comme ça. Cela fait déjà une différence car les gens de Viva étaient parfois là en équipe complète. Ils se sont présentés à tous les événements et ont dit « bon, on peut avoir un stand de Viva ici et on amène aussi les animateurs ». Donc Viva, il faut le dire, c'était vraiment une boîte à fric. Tout le monde y a vraiment très bien gagné sa vie. Enfin, Dieter Gorny est la direction, donc... Ce n'était pas ta première candidature à la télévision chez Hans May? Chez Viva, je postulais chaque année, et chez MTV aussi, j'ai postulé. J'ai aussi parfois atteint les phases d'élimination, mais ça n'a jamais suffi. J'ai aussi été une fois chez Viva, et j'ai vraiment passé un casting sur place, avec lecture sur téléprompteur, présentation et tout ce qui va avec. J'étais aussi passé chez Bärbel Schäfer pour une autre émission. À l'époque, je faisais pareil. Je consultais toujours le télétexte et regardais ses talk-shows. Le télétexte, il faut l'expliquer aux jeunes, ça existe encore ce bouton?
Oui, il existe encore. Donc on peut... Aujourd'hui, c'est du texte numérique, mais il y a encore le télétexte classique sur Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland et zweites deutsches Fernsehen. Internet via la télévision, je dirais, voilà à quoi ça ressemble. Bärbel Schäfer, animatrice comme Arabella. Tout était sur Sat1. Pendant très longtemps, Avec Sonja... Franklin, Pilawa, Johannes B. Kerner, aussi Kerner. Pilawa, C'était tout, c'était tout. Talk avec Vera. Bientôt, je vais tourner avec Vera. Ça va être super. Oui, Vera aussi. Beaucoup croyaient que Vera à midi était son nom, mais elle s'appelle en fait Vera Antwen. Et Bärbel Schäfer, animatrice blonde avec Michel Friedman ensemble, mariés Entre-temps, depuis de nombreuses années. Oui. Et elle avait une émission de débat. C'était le même concept que chez Hans. Comme dans chaque émission de débat, il y a toujours environ 6 invités qui sont invités sur un sujet, et puis toujours quelques-uns pour être montrés en exemple. Certains ont aussi des compétences ou des histoires à partager. Pourquoi étais-tu là pour l'exemple ou tes compétences? Au début, je croyais que c'était pour mes compétences, mais j'ai compris ensuite que c'était pour servir d'exemple, car l'approche pour laquelle j'avais postulé était tu es drôle et tu voudrais le montrer un jour, ou tu es divertissant, non? Je pense que c'était le mien, c'était drôle, et à l'époque, les rédacteurs se déplaçaient pour un entretien et un essai caméra. Ils sont venus avec une caméra vidéo, ils ont un peu filmé aussi une partie de l'entretien. Tu vois comment quelqu'un se comporte devant la caméra. Attends devant au début. À l'époque, un classique. Oui, voilà. Bonjour, puis-je te parler un instant? Tout à coup, tu as un pénis dans la bouche. Oui, voilà. Ce n'était pas tout à fait comme ça. C'était sérieux. Et puis j'ai je crois. Le rédacteur s'appelait Andreas Elsner. Je crois que j'ai même encore parlé avec lui. Son surnom, avec qui j'ai aussi travaillé plus tard à la télévision. C'était le rédacteur. À l'époque, les gens se déplaçaient encore, ils allaient voir les gens, tu vois, parce qu'ils devaient se faire une idée juste au téléphone. On ne sait pas s'il a 3 dents ou pas, ou s'il est à 2 grammes d'alcool. C'était pour voir que ce n'était pas des cinglés complets. Il est ensuite sorti avec Dietmar, ici, et Oli, qui essaie aussi d'être drôle et de faire de la comédie. Après l'entretien préalable, on a été invité à l'émission. Oui, vous êtes au prix, ça commence à telle date. Il fallait être à Cologne à 14h, vous venez en train ou en voiture. Puis on arrive à l'émission qui change soudain de nom. Tu n'es pas drôle, mais tu ne t'en es rendu compte qu'à l'émission ou juste avant. J'étais censé passer en premier, donc sortir en premier, mais c'est finalement Dietmar qui est sorti avant moi. Avec le recul, tu comprends tout ça maintenant. Qui a alors dit « Oui, tu as un pote drôle, mais parfois agaçant ou quelque chose comme ça. Oui, il y en a un ou deux, alors commencez, mais tout le monde ne trouve pas ça drôle non plus. » Là, on a un peu préparé le terrain de façon négative. Je suis sorti, portant un costume en satin bleu et une cravate orange. Mais tu as aussi tout fait pour que tu sois parfaitement à ta place. Cheveux légèrement décolorés. Je suis sorti. Ensuite, il y avait toujours une phrase d'ouverture après les applaudissements. Oli faisait comme ça, et puis oui, mais je suis quand même drôle ou quelque chose comme ça, puis il sortait tout simplement. On nous disait à l'avance quelle phrase dire en premier, puis on discutait un peu. Et puis je devais faire un stand-up. C'était aussi le deal, 1 minute 30. Alors fais 1 minute 30 devant un public. Ce qui en fait te conditionne déjà négativement, peu importe ce que tu racontes, tu pourrais sortir les meilleurs de la blague. Aucune putain de chance. Et j'ai ensuite fait mon sketch de stand-up sur une sortie au cinéma. Et comment les gens, quand tu es là devant les toilettes, il y a genre 80 urinoirs. Il y en a toujours un qui s'installe à côté de toi, regarde par-dessus et se demande pourquoi son popcorn est toujours salé. Parfois, il y a un petit poil frisé dedans ou autre chose du genre. C'est ce que j'ai fait là-bas et les gens, bien sûr, n'ont même pas réagi négativement. Et bien sûr, j'ai commencé à insulter le public aussi. Bonne idée. Oui, s'ils sont déjà contre toi, alors tu peux y aller, tu peux vraiment tout casser. Exactement, j'ai dit. Oui, ici ce sont tous des cassos, ils ne comprennent pas. Si je faisais ce numéro chez Harald Schmidt, ça marcherait sûrement mieux. Erwin Schäfer a dit « La prochaine fois chez Harald Schmidt, il y aura sûrement une place pour toi dans le public. » Bien sûr, il a récolté les rires et les applaudissements avec ça. Bien mener l'ours à travers la piste. Oui. Et c'était très drôle, comme plus tard, finalement, moi avec Bärbel Schäfer, bien sûr, quand nous avons eu des discussions ensemble et que j'ai participé à son émission de radio. Et comment tout cela s'est déroulé. Et à l'époque, il y a aussi eu un scandale autour de Michel Friedman, ici à Berlin. Le petit scandale Nasweiss. Oui, Paolo Pinkel, comme il aurait été appelé à l'époque, ce qui a vraiment fait grand bruit. Les plus âgés doivent simplement s'en souvenir, ou les plus jeunes doivent aller le chercher sur Google.
Honnêtement, j'avais alors une certaine moquerie de fond, je ne pouvais pas m'en empêcher. Tu ne peux pas t'empêcher d'avoir cette moquerie de fond. Étrangement, après cette histoire. Mais ensuite, on a eu une sorte de discussion et maintenant, si on se voyait, tout irait bien, tout serait cool. Mais c'est très drôle de voir comment les chemins se recroisent parfois. Plus tard, j'ai vraiment fait une émission avec Harald Schmitt, puis Schmitt et Pocher. C'est drôle de voir comment la boucle est bouclée. Je crois qu'à cette époque, il y avait aussi l'histoire de Paolo Pinkel, quand j'étais chez Harald Schmitt. Donc comment le chemin s'est à nouveau croisé à un certain niveau. Et c'est toi qui, dans le stand-up hebdomadaire, moi, t'en es moqué et tout ça. Donc c'était marrant de voir comment ça s'est passé. Comment c'était à l'époque pour le jeune Oli? Tu vas à ce casting, Viva était vraiment une pépinière à l'époque. Si tu réussissais là-bas, Oui. ça marchait si tu étais bon, mais pas si tu ratais les castings. Est-ce que tu étais triste ou tu allais bien chaque année? Maintenant, tu sais, c'était à cause de ceci ou de cela. Oui, bien sûr, on est déçus, mais j'ai quand même continué, comme je l'ai dit, c'est aussi mon éducation en tant que témoin de Jéhovah. Que tu dois faire face aux revers, aux échecs, ou disons « Bonjour, le monde va bientôt finir ». Non merci, nous reviendrons dans 4 semaines. Au revoir, continue simplement. Dans ta jeunesse, tu sonnais chez les gens. Oui, bien sûr, j'ai aussi fait du porte-à-porte dans une zone piétonne. Comment ça s'est passé? Donc il faut le faire. Tes parents sont ou étaient? Mes parents sont toujours témoins de Jéhovah. Est-ce qu'on fête Noël là-bas? Non, on ne fête rien du tout. Il y a un repas du souvenir où l'on commémore la mort de Jésus. C'est la seule chose. Sinon, rien. Ni Pâques, ni Pentecôte, ni Noël. Pas de cadeau pour Oli? Pas d'anniversaire, pas de voyage scolaire, pas de cours de biologie ou d'éducation sexuelle, pas de cours de religion, pas d'élection de délégué de classe. Donc tu es prédestiné à être harcelé et marginalisé. Tu l'étais aussi? Non, ça m'a aidé aussi parce que grâce à mon rôle de clown de la classe et à ma popularité de base, j'ai pu traverser ça. Mais je connais beaucoup de témoins de Jéhovah, enfin, à cet âge-là. 80% en souffrent ou ont de sérieux problèmes, devenant automatiquement des marginaux en classe. Je dois demander, c'était quand ton premier Noël? Donc un vrai Noël? Honnêtement, il y a eu Noël, une vraie fête de Noël classique, seulement quand j'étais chez Viva. J'ai toujours vécu chez mes parents, puis à 21 ans, je suis allé chez Viva avant d'avoir mon propre appartement, et ainsi de suite. Le premier Noël qui a vraiment été célébré comme Noël, c'était... À l'époque, j'étais encore avec Anne-Marie Warncross, aujourd'hui Carpendel. C'est vrai? Nous étions ensemble, et puis voilà, c'était comme ça. Fêter Noël en famille, il n'y avait pas de choix. Allons-nous chez ta famille ou chez la mienne? Donc nous sommes allés chez sa famille. C'était donc mes premiers Noël classiques en famille, vers 22-23 ans. Waouh! Où tu t'assois le soir de Noël, merci, on mange, il y a des cadeaux, la distribution des cadeaux et tout ça. J'aime raconter cette histoire. J'avais une émission sur Join, puis j'ai fait un quiz contre Oli et je l'ai écrasé. Et un zèbre adulte a environ 80 rayures. Oui, j'ai battu Olivier Pochet, c'est le plus beau jour de ma vie. Un mois plus tard, nous étions ensemble à un quiz sur Zweit Deutsche Fernsehen, il est arrivé en retard et rongeait son frein en se rendant au studio. Là, tout commençait. Dans un petit pain comme ça, la tomate a giclé sur son t-shirt. Il avait l'air idiot et m'a écrasé au quiz. Il est aussi un peu stressé? Vous avez encore une ring light? Non, non. Et il est aussi un peu stressé en ce moment. Maintenant, il parle assez bien allemand. Et il a aussi chez Amazon tout un camion plein qu'il doit encore livrer. Dans le dernier épisode, c'est vrai. Oui, je sais, mais aussi maintenant... Cette blague t'a blessé et tu aimerais lui dire, mais tu n'oses pas... Il y a simplement une notification à la fin. D'accord, très bien, merci. À la fin, il y a un décompte. Tout comme d'habitude, Et puis, c'est comme d'habitude. Et ensuite, on gave les gens d'argent. tu fais simplement comme Anne Wunsch et tu gagnes le truc, non? Non, elle ne l'a pas fait. C'était un bon match nul. Alors je ne sais pas si c'était vraiment un match nul, parce qu'elle n'a rien gagné du tout. Elle voulait des dommages et intérêts pour préjudice, mais elle n'a même pas souffert de douleur. Mais sur ces Reels, l'impression était différente. Honnêtement, je n'en ai vraiment vu aucune, parce qu'elle a littéralement disparu de mon champ de vision depuis environ 4 ans. Et un procès que je dois mener. Pour quelque chose qui s'est passé en 2020, il faut imaginer, Angela Merkel était encore chancelière à l'époque. Nous en sommes donc déjà à 2 chanceliers de plus. Ça m'est complètement égal. Elle voulait des dommages et intérêts, mais n'a rien reçu.
Et dans quelle mesure on peut encore répéter qu'elle avait des abonnés à l'époque? Ces likes, donc, honnêtement, je trouve qu'il y avait déjà plus que des anomalies. Et si quelqu'un chez qui elle aurait acheté ça te dit « Voici l'email, au fait, voici la carte de crédit. Voilà à quoi ça ressemble. » Donc je le considère comme une preuve. Mais je n'ai pas vu que cela devait avoir des conséquences pénales pour moi. Si par exemple, pour moi, normalement, quand je prends un coup dans la gueule, quelqu'un doit payer 1 500 € d'amende si je dis quelque chose qui, de toute évidence, semble assez honnête et compréhensible, et moi, ça devrait me coûter 15 000 € d'amende. Avec ton salaire, ça te convient? Oui, honnêtement, c'est comme ça. On devrait peut-être même envisager autre chose, mais ce n'est pas le sujet, je ne comprends tout simplement pas ça. Et ensuite, qu'on a dit 15 000 dons, c'était alors pour l'hospice pour enfants, l'hôpital pour enfants et Médecins sans frontières. Et alors je préfère faire un don, et on arrête le truc à ce moment-là, même si je ne trouve pas ça vraiment juste non plus, mais je préfère ça plutôt que ça parte bêtement dans les caisses de l'État. Veux-tu maintenant présenter tes excuses à Anne ici sur la chaîne? En aucun cas. D'accord. Alors, Can Wünsche était vraiment l'une des personnes les plus asociales qui existent, d'une certaine manière. Je me désolidarise de cela. Tu te désolidarises de quelqu'un qui... Je ne veux pas la côtoyer. Tu te désolidarises de quelqu'un qui a une poupée pour baiser qui coûte 2 500 €. Elle en a une? Oui, elle en a une, mais elle a aussi la Treffelpussy, donc si tu veux juste baiser la chatte. Disponible dès 400 €, elle coûtait moins cher pendant la Black Week, même si elle n'est pas noire. Mais c'est simplement l'option que tu as. Et toi, comment tu le vis? Merci beaucoup. Ah oui, c'est le nôtre. Combien de fois des célébrités viennent-elles te voir en disant « Hé, tu t'es déjà moqué de moi » ou « Tu t'es mal comporté avec moi » et toi, tu te dis « Hein ?» Régulièrement quand je vais à ce genre d'événement, mais ça n'arrive pas souvent. Mais alors, il y en a un qui dit « Eh, tu m'as aussi descendu dans le contrôle d'écran, hein ?» Et je me dis « Descendu ?» Aucune idée, je sais pas. J'ai fait ça là-bas pendant 2 ans de façon très régulière. Et maintenant encore, je sais même plus quand. T'es qui? Où? Lequel? Oui, à l'époque, j'avais ce coussin de siège ou quelque chose comme ça. C'était aussi idiot. Honnêtement, je l'avoue, je trouvais ça aussi assez drôle, mais c'est toujours comme ça, le grand classique. Oui, c'était déjà embarrassant. Souvent, je n'arrive pas tout de suite. Enfin, je sais bien sûr. Ici, Iris Klein, la mère de Daniela Katzenberger, ou certaines autres. Tu vois qui c'est. Anne Wünsche, d'ailleurs, je ne l'ai jamais vue non plus. Donc depuis, elle a toujours refusé toute discussion, toute conversation ou toute apparition. C'est un peu comme Christian Wolff. Peut-être un invité surprise pour toi aujourd'hui, mais je ne sais pas. Avec plaisir donc aussi, puisque je vais m'asseoir avec elle, et puis je lui dis ça en face, d'une certaine manière, là, comme c'est vraiment. Mais à la fin, elle me va très bien. Si je te demandais en privé à propos de McDonald's, Si je dînais avec elle, oui, une rencontre privée, si elle disait « Écoute, on s'est disputé, mais je suis là avec mes enfants, comme je viens. Allons en Irlande, dans le champ de maïs. » elle peut, aucun problème, ça ne me dérange pas. En principe, les personnes avec enfants, ou ceux qui... Par exemple, j'étais aussi à la dernière tournée de Bushido, et il y avait une grande partie de ces enfants. Là, on a presque rempli le coin des enfants nous-mêmes, donc c'était vraiment aussi... D'une certaine manière, je ne l'aurais pas cru non plus, je me suis aussi dit ça, j'ai dit ça. Honnêtement, il y a 15 ans, je n'aurais jamais pensé qu'on se retrouverait ici avec 12 enfants dans un paradis pour eux. À l'époque, tu étais avec Bushido quand il a reçu un prix. Je ne me souviens même plus du nom. Echo Auto. Echo. Echo sur scène avec lui. Oui, a été traîné. Non, t'as été traîné par Arafat ou par qui? Oui, quelqu'un m'a ensuite emmené en me maîtrisant. Oui, ça ressemble à Arafat. Quelqu'un, ah oui, mais ça peut aussi être un des cousins ou quelque chose comme ça. Oui. Avoir été... Comme toujours avec Bushido, je ne l'ai jamais rencontré. Je connais de nombreux musiciens et m'entends bien avec eux. Certains, donc, je sais par exemple que Sido et toi, vous ne vous aimez pas, mais ça m'est égal. Non? Non, en fait, c'est à cause de Sido. Moi, je n'ai aucun problème avec Sido. C'est Sido. On a tourné Renta Pocher et Fufi, Zim Club, et on a traîné avec lui et tout ça. Au début, quand il était avec Charlotte Engelhardt, je ne sais plus comment elle s'appelle maintenant, on était ensemble. Charlotte et moi, on a animé sur Sky. Le samedi en direct, donc presque tous les samedis, quand on animait là-bas, on se voyait. Ah, d'accord. Ensuite, il a fait quelque chose contre Sandy, puis il a perdu le procès et il doit payer 15 000 €. Ensuite, on a fait du motoneige ici, avec ses motoneiges, et puis on s'est dit, allez, viens, et puis on a bu un coup là-bas et tout ça. Dès qu'il y a une occasion de commenter, oui, Oli Pocher ou autre, je l'ai aussi eu pendant le Covid sans rien avoir. Quand tout à coup, des rédacteurs du Bild sont apparus chez lui, ou qu'ils ont complètement pris parti pour lui.
On se dit aussi qu'il y a quand même des limites à ne pas franchir à un moment donné sur l'endroit où l'on se montre. Enfin, moi je regarde, je peux complètement séparer les deux. Aujourd'hui, t'es là avec Josh. Oui. Comment on fait? Günther Jauch, il m'a juste appelé 2 fois en masqué. Après, qui veut gagner des millions? C'est ça. Il y a Günther Jauch et Thomas Gottschalk. Ce sont à peu près les seuls et les derniers qui appellent encore avec un numéro masqué. Parce qu'ils ignorent le fonctionnement ou ne veulent pas que Troschke ait leur numéro. Je pense que c'est un mélange des deux. Donc tu l'appelles ou tu lui écris, service de messagerie courte fax, WhatsApp, à Günther Jauch pour lui dire « J'ai cette idée ». C'est ça? Tu l'appelles. Oui, je l'ai appelé, je lui ai demandé. Oui. Et puis j'ai pensé, parce que je ne voulais pas abandonner cette rétrospective de l'année. Comme thème. L'an dernier, nous avions Zerdas, Munchou, puis Luc. J'ai quand même demandé, alors comment ça se présente? Oui, je ne suis pas monté sur scène tout ce temps sans vraiment savoir pourquoi. Puis, il y a eu des allers-retours et j'ai rencontré Ilka Bessin, Cindy de Marzanne. Mais elle était encore occupée avec sa tournée et tout ça, donc tout s'est passé comme ça. Mon téléphone n'a pas sonné, mais oui. Oui, non, je ne t'avais pas non plus en tête à ce moment-là. Honnêtement, ce n'est pas grave, ça arrive. À un moment, je me suis demandé, que se passe-t-il vraiment avec Günther? Oui, aussi parce qu'il a fait tellement de rétrospectives annuelles, et en fait, ce serait vraiment cool de faire ça avec lui. Et puis, je l'ai appelé et je lui ai demandé, et là, il a commencé à prendre une direction. Je me suis dit, ok, il va refuser. J'ai dit, écoute-moi Günther, voilà comment ça se présente. Nous sommes totalement flexibles au niveau du temps, quand ou peu importe, comme on veut le faire. Bilan de l'année. Tu dois juste être présent. On en parle et on voit ce qui arrive. Et lui, il disait, oui, je sais, si je dis quelque chose, ça va encore faire du bruit, ça va sortir dans les journaux, la presse, tout ça. Et moi, je disais, oui, Günther, écoute, si ça te dérange encore vraiment, alors d'accord, c'est normal aussi. On peut toujours, si besoin, refaire une coupe ici. Si tu dis qu'une scène ou que ça... Tu enregistres? On enregistre ça, on le fait pour nous. Pour l'application? Bien sûr, l'application Pochet propose une bonne offre actuellement. Colis va-t-il présenter? Bien sûr, on enregistre ça aussi pour nous et on ne fait pas ça juste pour le plaisir ou se produire ici une fois, mais aussi pour nous, comme contenu. Et normalement, ce serait une émission télévisée si Günther Jauch et Oliver Pocher discutaient ensemble. Où tu te dis, ça, je vais quand même regarder. Et c'est ça que j'ai trouvé génial. Quand il a dit, alors il regarde comme ça, je pourrais rester ici 2 jours, moi j'ai dit oui, Berlin ou Cologne, peu importe, j'aurais été à Berlin. D'accord, on le fait à Berlin, avec ou sans public. Oui, est-ce qu'ils vont le voir tout de suite là-bas ou le regarder plus tard? Oui, d'accord, tout était clair. Alors je lui ai dit, écoute, nous avons ici l'Admiralspalast, on pourrait la voir ce jour-là. Ça te dit? À ce moment-là, j'ai reçu un service de messagerie courte avec un emoji pouce levé. C'est pratiquement la... Vrai pouce levé, parfois mon père se trompe et envoie celui trop stylé. Non, il a le vrai pouce levé, mais maintenant sans couleur. C'est encore le jaune. Celui des Simpsons, celui-là? Le jaune, il l'a envoyé. Et c'est pour moi. C'est un contrat avec Günther Jauch. Il se pourrait qu'aujourd'hui, il ne sache rien. Vous avez encore discuté aujourd'hui? Non, non, pas du tout. Avec toi, les rendez-vous, c'est toujours pareil. Pour le podcast, tu m'as dit l'heure et on s'est juste appelé vite fait aujourd'hui. Ensuite, je t'ai écrit et je suis à l'heure. Yo, cool et feu. C'est exactement pareil chez nous. On peut aussi voir un Oliver Pocher triste tout à l'heure. Parce qu'il ne vient pas. Oui, car il n'est finalement pas là. Non, 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 il est là. Parce qu'il a un anniversaire ou quelque chose comme ça. Non, non, donc Mola va le chercher. Ah, d'accord. Il se peut aussi que Mola dise « Écoute, il n'ouvre pas ». Mais j'entends que quelqu'un est là. Donc oui, mais jusque-là, si Mola est là-bas, disons dans le noir à Potsdam, il a déjà reçu 3 balles de ricochet, si toutefois il y parvient. Mais non, lui non, il va le récupérer. Günther est très simple. Nous avons déjà parlé de ton parcours vers la télévision pendant ta jeunesse. Ensuite, Viva a commencé et t'as vraiment bien démarré. Je dois dire que c'est là que j'ai commencé à te remarquer vers la fin de ton passage chez Viva. Mais le vrai tournant, c'était... Et c'est là que je t'ai vu quand tu as commencé avec Louis Impochet. Nous aimons t'amuser et tout ce qui allait avec. Bonjour, je suis Ralph Baldus, dentiste. Et aujourd'hui, j'ai engagé Oli comme assistante dentaire professionnelle. Bonjour, bonne journée. Bonjour. Alors, où allons-nous en premier? Tu le remarques? Mhm. Ce n'est pas non plus anesthésié, excuse-moi. Et tu sens quelque chose ici? Tu sens quelque chose? Tu ressens quelque chose là? Alors, d'abord, tu étais employé chez Viva, et ensuite, ProSieben t'appelle et te dit « Viens chez nous comme lors d'un transfert de football ».
Non, c'était plus simple. ProSieben, ou plutôt Viva, a fusionné avec Brainpool lors de son introduction en bourse. Ah. Et Brainpool est à la société de production, qui coproduit aussi Stéphane Raab. Oui. Et donc là où Stéphane Raab est aussi, pour ainsi dire, Motion Show Stéphane Raab. Stromberg. Stromberg, puis plus tard l'auteur, le chef-auteur de Stromberg. Ralph Fussman était alors mon scénariste en chef, il occupait ce poste chez eux. Comment se fait-il que les blagues ne venaient pas de toi? Chez Harald Schmidt. Si, mais il a, en quelque sorte, fait l'émission. Il était producteur de l'émission, parce qu'il avait vu mon potentiel très tôt. Et c'est comme ça que j'ai commencé chez Viva, déjà là avec l'humour, et il disait toujours que je le ferais. Bien sûr, c'était un rêve d'avoir ma propre émission, un show de personnalité. Et puis à l'époque, ils ont dit non, on a déjà Niels Roof sur Viva 2, on a Toby Schlegel, qui à l'époque, d'une certaine manière, était considéré comme cool. Je pense à cette émission avec Frank Lemmerman. On a déjà 3 personnes drôles, un 4e ne serait pas nécessaire pour l'instant. Il y a eu Viva, puis toutes les introductions en bourse comme Viva et Brainpool, qui ont finalement fusionné d'une certaine façon. Et puis il y avait de Müller-Milch, un budget, et ensuite il y avait Tout Poché ou quoi. Ma première émission de personnalité remonte à 2002 sur Viva, avec leur arrivée comme sponsor principal. Voici Hans-Peter Scooter, souvent connu comme un oiseau de paradis coloré, toujours à au moins 500 battements par minute. Mais même en privé, Hans-Peter est un vrai bout en train. Un mec super, apprécié des jeunes comme des vieux. Bonjour, monsieur Scooter, il fait beau aujourd'hui. On peut bien le dire, c'est l'été sans fin, l'été sans fin. Ils ont donc donné l'argent, puis Brainpool a coproduit cela et une émission sur Viva, entre autres. Et Ralph Fussman était l'un de mes... ou était pratiquement le chef. Puis il y avait aussi Yves Schifferl, un personnage aussi très intéressant, qui à l'époque était aussi animateur à la télévision suisse, il a animé Big Brother et tout ça, et qui est maintenant chef du divertissement à la télévision suisse, et qui, entre autres, a maintenant remporté l'Eurovision pour la Suisse. Il était aussi à la rédaction avec moi à l'époque, et c'est comme ça qu'on a pratiquement fait Tout Poché ou quoi. Et il y avait une rubrique où on pouvait me louer. Oui. Loue-moi, c'était le nom, très original. Et là, on avait juste un répondeur avec un numéro de téléphone, les gens pouvaient appeler. Puis Brudi, j'ai un snack d'honneur, viens voir. Genre bonjour, oui, hihi, et tout ça. Des gens qui raccrochaient, mais aussi des gens qui avaient vraiment des demandes sérieuses. C'était une rubrique Loue-moi, non? Je ne sais même plus si ça s'appelait déjà Loue un pot cher à l'époque. Et puis, il y avait aussi un budget de production pour les pilotes. C'est comme ça qu'on appelle ça, non? Émission test, où ils ont dit, ici, on va essayer de faire quelque chose pour ProSieben. Et puis, c'est devenu une émission test pour ProSieben. Et ensuite, ça a été diffusé en late night, donc très tard le soir, après Télévision Totale, le jeudi. À l'époque, il y avait aussi Elton Télévision, Simon Gross-Johan et Comedy Street. Avec Renta Pocher, c'était les formats de l'époque. Il y avait aussi Bully Parade, Quatch Comedy Club, tant d'émissions de comédie. J'y étais et j'ai rapidement fondé une société de production avec Stéphane Raab. Devais-je quitter Viva pour ProSieben? Non, je suis resté chez Viva. Ah, d'accord. J'ai continué l'interactif car ça me plaisait. Mais c'était dans le même bâtiment. À l'époque, Viva a déménagé du Mediapark à Cologne vers la Schanzenstrasse, là où se trouvent maintenant tous les trucs. Et Interactive, c'est maintenant pratique. Le studio Interactive et le studio Viva, c'est maintenant l'endroit où la Hut Show est produite depuis des années. Là, il y avait Viva, et puis j'ai fait Viva et à côté. Renta Poché, et puis Télévision Totale, c'était le grand studio. Et puis aussi, là où Schlagden Raab devait tout avoir plus tard, et tout ça. Et là, Renta Poché était un donc. Le studio était construit là, saison après saison. Donc j'ai fait Viva, Renta Pocher et tout ça. J'ai animé Interactive, et parfois aussi quelques classements, puis Renta Poché et tout le reste. À quel moment as-tu compris que ça fonctionnait financièrement? Précisément à cette période-là. Il y a eu un moment où mes parents ont appelé. Ma mère, je crois, ou mon père, je ne sais même plus. Ils m'ont dit « Tu es millionnaire maintenant ». Et moi, j'ai juste répondu « Oui, d'accord, c'est bien ». Et pour mes parents, être millionnaire. Avant ou après impôt? Sur le compte, pour eux, être millionnaire, c'est quand il y a 7 chiffres sur le compte. Mais que quelqu'un veuille encore en prendre environ 50, c'est possible. Ils ont déjà pris des précautions. Mon père s'occupe des finances ou quelque chose comme ça. Mais c'était déjà impressionnant quand il y avait un 1 devant sur le compte. Avec tous ces zéros, mes parents ont appelé vers l'époque de Viva, autour de 2000, 3000, 4. Oui, il faut que tu réfléchisses à ce que tu vas faire maintenant. Si tu achètes un appartement ou comment tu investis l'argent ou quelque chose comme ça. À l'époque, l'argent n'a jamais été ma motivation.
de faire ça? J'ai dit oui, je ne savais pas trop parce que j'avais 24 ans ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, je n'ai besoin de rien. Qu'est-ce qu'Oli Pocher fait avec son argent? Alors j'ai dit à mes parents, et vous, vous ne voulez pas vous acheter quelque chose? Ou un truc comme ça. Parce que moi, et puis ma mère a dit, non, qu'est-ce qu'on ferait avec la maison? Et puis environ 24 heures plus tard, elle a appelé. Tu sais, il y a vraiment de très beaux terrains ici. Et puis tu es allé sur ProSieben avec Lou Impoché, tout ça a marché. Combien d'épisodes as-tu fait? Il m'a semblé... 120 ou quelque chose comme ça. À cause de vous, j'ai toujours été... À cause de toi, j'étais toujours fatigué le vendredi, car tu regardais Bully Parade, Télévision Totale, puis Elton ou Simon Grosjean, et tu arrivais ensuite. 23 heures, ce n'était pas bien pour les jeunes. Non, surtout le vendredi. Et ça, tu l'as fait avec Stéphane? Vous étiez vraiment des potes? Enfin des potes? Non, des potes de boulot. Disons ça comme ça. Stéphane Raab m'a alors proposé de créer une société de production avec lui. Comment s'appelle-t-elle? Alors, j'avais Poché Télévision, c'était le nom tout simplement. Donc, ou bien avec Raab Télévision, ils ont ensuite coproduit ça. Pour moi, ça à l'époque, c'était clairement un adoubement. Tu t'es dit super. Combien de pourcentage de l'entreprise avais-tu? Je croyais avoir la moitié jusqu'au jour de la distribution des bénéfices. Et tu as remarqué, ce n'est pas 50%, 500 000. Et pourquoi est-ce que ce n'est que 378 000? Je ne comprends pas vraiment ça maintenant. Et voilà. Et puis, tu creuses un peu la question, et puis tu te rends compte, bien sûr, que tu te fais démonter à gauche et à droite, d'une certaine manière. D'accord. Et après, la relation n'était plus aussi bonne, non? Parce qu'à Télévision Totale, il était même invité. Ou lors de ta dernière rente à Poché? Rente à Poché. Oui, c'est possible. Je ne m'en souviens plus. Il était à la deuxième, donc au début. Après aussi, je suis vraiment complètement reconnaissant à cette histoire. Donc ça, ce n'est pas seulement grâce à Stéphane. Je distingue la tête pensante derrière tout cela. Jörg Rabosch, alors chef de Brainpool, porteur de cette vision. Garder les droits avec Mispass. Aussi cette idée de s'opposer à YouTube. Garder les formats, les contenus, les droits et tout ça. Il a vraiment très bien fait ça et je me suis toujours très bien entendu avec eux et j'en ai complètement profité. J'ai ensuite fait les championnats du monde de wok. C'est vrai, tu étais... Et le plongeon, le saut d'obstacle, il y en a eu une fois. Stock car. Pour toutes ces choses, j'ai fait le commentateur, le co-animateur et tout ça. À un moment, j'ai voulu partir. Tu l'as bien remarqué, non? C'est le... Ça n'existe pas. Oui, alors... C'est juste non, tu peux présenter ici ou pas. Et une expérience comme ça pour moi, c'était aussi quand à l'époque, j'étais avec Max Mutzke quand il était à l'Eurovision à Istanbul et qu'il a chanté Can't Wait Until Tonight. Et puis pour plaisanter, j'ai dit qu'on devait simplement aussi bousculer l'Allemagne et simplement. Chaque land doit alors s'attribuer mutuellement les points. Ah. Alors c'est toujours un Allemand qui gagne et on peut faire des duplex comme ça. Ah oui, je connais ce format. Tout d'abord, c'était un super spectacle que tu as fait ce soir ici à Erfurt. Le jury de Saxe-Anhalt, 12 points, voilà. Et puis j'ai fait comme ça, et ensuite nous avons fait pareil. Lundi, Stéphane a ensuite interprété le numéro de façon similaire. À l'époque, le Press Report affichait des indicateurs de protection des titres. Concours Bundesvision, concours de chansons des Länder fédéraux. Bienvenue au concours Bundesvision 2005. Et puis je suis allé voir Jörg Rausch, je lui ai dit, je ne veux pas me vanter, mais c'était déjà mon idée, celle que j'avais là. Je pourrais au moins présenter l'émission parce que Stéphane présente, en fait non, enfin si, non, c'est Stéphane qui présente. Tu peux faire le green room alors? Ah oui, d'accord. Tu l'as fait? Je l'ai fait aussi. Pour moi, c'était aussi très clair en voyant ça. Ah, Voici le principe. Brainpool, c'est Stéphane le cerveau, le reste, c'est la piscine. Tout ce qui est super va en haut et est ensuite mis en œuvre en conséquence. Stéphane ne voulait pas, et à l'époque, j'étais chef d'équipe de Zanzibar. C'était ça l'histoire. oui, c'était super, il faut le dire. J'ai toujours voulu participer à tes matchs contre l'équipe nationale, mais tu n'as jamais fait de wildcards. Zanzibar était vraiment fort, je trouve, et je dois dire que j'ai aussi trouvé ça super bien. C'était une fois avec Vinny Schaeffer, Nous avons joué une fois contre le Bayern et une fois contre le Ballspielverein Borussia. à la Coupe du Monde 2006, tu as joué le match caritatif aux côtés de Ziu. Oui, Pour ça, je te hais profondément. oui, Je te le souhaite, mais je te déteste. Alors, Zidane, il sent bon? oui, il était drôle au vestiaire, marmonnant simplement en français dans son coin. Oui, oui, Zidane était là, Zidane était là. C'est bon, tout le monde est là, amusez-vous bien.
Et puis il y a eu une scène où je suis allé là-bas et il y a une photo sensationnelle de moi à ce moment-là. J'ai juste donné 2 consignes à Zidane. Maintenant, il y a cette photo où je me tiens ainsi. Et tu as marqué un but, non? Et j'ai marqué un but. Et tu vis mon rêve? Non, tant mieux pour toi. Je voulais juste dire, hein, par exemple, il y avait ce truc de Zanzibar qu'ils ont proposé à Stéphane Raab. Si tu ne voudrais pas devenir chef d'équipe, et là Stéphane n'avait pas envie d'y aller. Et ils ont dit, Oli, il connaît le foot, il peut le faire. Alors, ça marche maintenant? C'était la situation. Ce qui tombe du bord de l'assiette, on ne peut pas... Exactement, tu l'obtiens, mais quand une idée arrivait. C'était pareil pour Arno Schneppenheim. Aujourd'hui, aussi un des patrons chez... Il était chez Florida, plus tard avec Joko et Klaas, puis il est allé chez Bunijay, lui aussi avait des idées. Ah, c'est vrai, Arnaud. Oui, désolé, Arnaud et Arnaud, je les confonds parfois. Exactement. Arno Schneppenheim a aussi eu l'idée. Il a dit que Oli, dans les émissions en direct ou autres, ce n'est pas à sous-estimer. Il lui arrive des choses, on le sous-estime, mais il s'en sort toujours très bien. Il nous faut une émission avec 10 jeux. Un samedi soir en direct, où il y a aussi une somme de gain relativement importante, à la fin, disons, au moins 100 000 euros. Et les gens s'affrontent contre lui. J'ai dit, oui, tu imagines? C'est une super idée. Et puis, à un moment donné, il y a eu Schlag den Raab. Ce n'est pas Oli Pocher celui-là, non. Ce n'était pas Schlag den Pocher. Bien sûr, après l'affaire, vous auriez tous accusé le petit. Quel succès. C'est ce qu'on a fait ensuite, c'est ce qu'on a fait ensuite. Bon, le principe du jeu, que plusieurs personnes s'affrontent contre lui, ce n'est pas nouveau ou ce n'est pas une invention récente. Mais comme ça, s'est passé. Oui, c'était un échange, mais on a vu ensuite comment les sociétés de production venaient, repartaient et agissaient. Ruenta, Pocher a-t-il aussi collaboré avec Paul Panzer? Oui, c'est exactement ce qu'Arnaud a produit. Et aussi, à l'origine, le duel autour du monde opposait Elton à Simon. Exactement, il n'en avait plus envie, surtout Elton. Elton ne voulait plus tout ça. Ensuite, ils ont fait Joko et Klaas, initiative aussi d'Arnaud. Si tu examines après coup l'origine des idées ou le travail des gens, tu ne peux pas prendre les médias aussi au sérieux que tu le prétends. Ah, j'en ai oublié une. On m'a dit qu'il y avait eu un concours de plongeon. Oui, tu as sauté depuis sous le plafond. Exactement. Et à Munich ou à Berlin, tu as apparemment tout mal évalué, à tel point que tu serais soi-disant tombé dans l'eau à une telle distance du bord du bassin. Nous avons déjà touché l'eau. Avec du recul, je doute qu'on puisse refaire ça un jour. C'était à environ 14 mètres de haut, je crois que c'était soit à Munich, soit à Berlin. Et Stéphane s'est cassé le coccyx en sautant. Exactement. Et quelqu'un m'a juste dit. Le Pocher a atterri si près du bord de la piscine que tout le monde a cru en plein saut, la fête d'après-spectacle est annulée. Décès. Ça a marché. Et la deuxième chose, là je ne sais pas si tu as le droit de me le dire, la première... Kai Pflaume a animé le premier concours de plongeon, mais n'a pas sauté ni continué à animer. C'était exactement cette émission, c'était le show. Oui. Où tout le monde disait « Allez Kai » et puis prune. Oui. Puis Stéphane a participé et tout, oui. Et ensuite il a dit non. Il a souvent dû subir l'oppression et se souvenait alors de son passé en République démocratique allemande, qui s'est donc, disons, presque politisé à ce point-là. Oui. Qu'il n'a pas sauté parce qu'il se trouvait finalement trop élégant et trop raffiné pour ça. Sonja a fini par sauter, Exactement. que ce soit du 5 mètres, du 10 mètres ou quelque chose comme ça. Qui, Stéphane et moi avons sauté tout en haut. C'était cette émission. Et depuis, Kai n'aime plus Stéphane Kai. Je ne sais pas. C'est aussi pourquoi il y a eu une rupture à un moment. Je ne sais même pas. Mais Kai n'avait plus d'intérêt non plus. Ah. Ces événements, donc ça, je ne sais pas, mais c'était sûrement moi. Il se peut même que ce soit la dernière émission. Oui, car avant, il le faisait souvent quand il était chez Sat.1 et animait des émissions pour ProSieben. J'ai alors dit, si Kai Pflaume ne présente pas, je l'ai déjà fait souvent au bord du bassin et au championnat du monde de wok, donc je peux présenter. Et puis pas non. Ensuite, Ingolf Lück l'a fait une fois, puis Oli Welke l'a fait, puis Matthias Oppenhöfel l'a fait. Tous l'ont fait sauf moi, qui faisait toujours les promotions. Le petit insolent. Au micro, oui. Au micro. À un moment donné, tu t'es dit, Tu es là, mec, on te connaît parfaitement. mais à un moment donné, tu t'es dit, oui, je vais quand même avancer un peu, et c'est comme ça que je me suis retrouvé aussi à participer aux événements. Oui, je n'ai plus participé non plus, ou plutôt je suis allé chez Harald Schmitz. Comment était l'ambiance là-bas? Le jackpot du loto a été remporté. 35 millions sont partis. Jolie petite somme, pas mal. Malheureusement, c'est divisé en deux, soit 17,5 millions. Avec cette somme, on peut tenir, comme on peut le lire dans un grand journal à sensation allemand, un peu plus de 6 mois. Si on l'investit bien, Harald voulait m'avoir. Et là, disons que l'ambiance, le climat s'est un peu refroidi. Parce que Harald Schmidt était aussi chez Brainpool à l'époque, et il est parti, en partie à cause de Stéphane Raab. Parce qu'il y avait des désaccords là-bas. Il a fait le Harald Schmidt Show,
Et ensuite, il s'est mis à son compte avec Bonito et il est devenu indépendant. Et maintenant, il y a eu une situation similaire avec Stéphane et moi, et alors je suis allé voir Harald Schmitt. Et il savait un peu aussi comment on déclenche quelqu'un, pour ainsi dire. Oui? Et c'est ce qu'on a fait avec Stéphane à quelques reprises. Qu'est-ce que ça veut dire, Stéphane Rab? Déclencher? Vous avez fini les sandwichs à la viande hachée de la cantine? Non, quand tu faisais quelques allusions à sa vie privée, ou on a aussi une fois avec des sponsors, donc Sa vie privée, il la garde pour lui. Je trouve ça bien, il a raison de le faire. Il y a aussi l'autre qui rend ses relations publiques, c'est bien aussi. oui, il existe un juste milieu. Et moi aussi, j'en suis éloigné. Nous sommes séparés, mais on couche encore ensemble, comme Bushido et Anna Maria. Je pense qu'il y a encore une possibilité. Non, Mike Reiter et Leila Laour. Il y a encore une possibilité. Je suis en couple avec quelqu'un, sinon je garde vraiment ma vie privée pour moi. Mais tu ne sais pas comment j'habite, où j'habite, exactement à quoi ça ressemble, comment c'est là-bas. Tu ne connais même pas les prénoms de mes enfants. C'est vrai? Eh bien, moi, j'en ai déjà. Avoir des enfants n'est pas grave, selon moi. Alors, Stéphane a même caché la naissance de son dernier enfant à la rédaction. Il n'en a plus du tout parlé. Même des collègues. C'était comme ça. Il est complètement parano avec tout ce qui se passe autour de lui. Alors, Günther Jauch, je trouve qu'il a encore quelque chose. Ça va encore. Au moins, tu connais sa femme. Tu l'as déjà vue 1 ou 2 fois. Tu sais qu'il a des enfants qu'il a aussi adoptés. Donc, il y a quand même quelques trucs qu'on sait sur lui. Parce que Monsieur Josh fait quelque chose de bien. J'ai vu un reportage disant que les enfants doivent lire Harry Potter avant de le regarder. J'ai trouvé ça génial. Et tous les livres, Oui, bien sûr. et en version originale anglaise, Oui, bien sûr. et avoir écrit un résumé dessus, c'est bien Günther Jauch. Et ensuite, t'es allé chez Schmitt. Mais est-ce que c'est intelligent? Tu voulais devenir le numéro 1 et ensuite aller chez Schmitt. Et là, tu t'es vu comme un acolyte? Non, je ne l'étais pas non plus. Dans l'émission, je l'ai d'ailleurs dit directement dans l'introduction, quand nous en avons parlé. J'ai dit, je ne vais pas faire le Green Boy ici. Non, je ne suis pas là pour ça. Manuel Andrac, ou un peu le gars qui fait le sidekick drôle ici. L'émission s'appelait ainsi car c'est la seule de Harald Schmitt où les 2 noms Schmitt et Pocher figuraient réellement dans le titre. Sinon, il n'a travaillé qu'avec des gens où l'un était un sidekick. D'accord, et ça c'était bien aussi. Et le départ n'a pas été clairement communiqué par Harald, mais nous l'avons appris par une interview dans le Spiegel. Et puis l'ambiance est devenue un peu plus glaciale vers la fin, surtout lors de la dernière émission, et la relation maintenant, d'accord. Moi aussi, j'en aurais envie. Que fait Harald Schmitt sur YouTube? Oui, j'ai aussi recontacté Harald pour la rétrospective de l'année ici. Et donc nous nous sommes aussi appelés, il m'a tout de suite rappelé, on a parlé au téléphone, mais il a finalement refusé. Plus grande défaite? Honnêtement, je n'ai pas eu de grande défaite, donc rien ne me vient à l'esprit. Alors parfois, une émission est annulée ou quelque chose comme ça, comment ça se passe? À l'époque, tu es allé sur Sat1 comme le sauveur avec le Holly Pocher Show. Un jour, on t'annonce « Holly, ça ne marche pas Exactement. ». Tu es triste? Je demanderai plus tard, Mola, si tu es vraiment émotif. Oui, je suis déjà quelqu'un d'émotif, mais je n'ai jamais autant pleuré à cause d'une émission. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? C'est juste d'une manière assez drôle. Drôlement, hier j'ai regardé The Life of Chuck. C'est vraiment un film incroyable, qui était vraiment bon. Il y a donc des films qui m'accrochent en vraiment. Et à part les films, t'as une idée? Oui, la naissance. Naissance, séparation. Séparation. La dernière fois, il n'y en a plus eu à cause d'une colère et frustration trop forte. Voilà, il m'est déjà arrivé de pleurer à une séparation, mais pas la dernière fois. Vas-tu rendre ta prochaine relation à nouveau public? Je ne l'ai pas fait non plus avec Amira durant la première année. Mais si aujourd'hui tu vois quelqu'un dans le public, Elke ou Jens, peu importe, et tu te dis, tiens, avec elle ou lui, Oui, donc ce serait vraiment bien juste essayer avec Jens qui s'appelait auparavant Elke. l'essentiel c'est que tu trouves ton bonheur. Oui, donc je dirais, je peux exclure que ce sera Jens. D'accord. Je vais être aussi audacieux, mais honnêtement, ça dépend toujours de la situation, on ne peut pas le dire comme ça. Peut-être que la prochaine partenaire sera aussi connue du public. Dans ce cas, tu ne pourras pas l'empêcher au bout d'un moment. C'est vrai? Ou tu peux tourner autour du pot comme Lena Meyer-Landrut et Mark Forster, ou Caroline Québecus et Max Mutzke. C'est aussi gênant et ridicule de monter sur scène ensemble à la télé sans vouloir être officiellement en couple. Mais tout le monde sait que vous êtes ensemble.
Mais ensuite, tu fais appel à Christian Schertz pour t'opposer à ça. Pour ne pas avoir cette exposition publique, mais quand même l'avoir, Est-ce qu'on doit tout biper tout de suite, sinon je vais recevoir des lettres? non, tu peux tout diffuser. Selon ton expertise, Christian Semike, Tu peux donc, ce sont des faits. Qu'ils soient ensemble, c'est bien connu. d'accord, bien. Voyons maintenant ce qui nous attend. Si je disais maintenant que l'enfant de Haselbrugger n'est vraiment pas le plus bel enfant qui soit. Je me distance de tout ça et je laisse tomber. Le cher monsieur Pochet s'est déjà fait beau bien plus tôt. Regarde, tu dois savoir maintenant, parce que tu as enlevé ton micro. Ah d'accord. Je peux aussi le remettre. Non, ça fait plus professionnel. Ça m'est égal, vous pouvez aussi me recabler. T'as envie aujourd'hui? Oui, Parfois, il manque un peu d'ambiance chez toi. ça compte, oui, ça compte, bien sûr que ça compte. Youho! Mais tu parles de la cocaïne ou peu importe ce que les gens prennent, ça compte à 8. À 8 heures, d'accord. Avant ça, Et maintenant, avant ça, oui, je suis en train de le faire. comment ça? Tu te concentres, tu répètes tout le temps, les gens qui veulent encore être sur la liste d'invités? C'est une partie de l'ensemble avec ce qui précède et suit, mais il y en a d'autres. Là, on réfléchit justement à quelle vidéo on pourrait éventuellement utiliser pour un contrôle à l'écran, auquel Gunther doit aussi réagir. Ajoutez aussi, J'ai vu Mike et Leïla joyeux. L'homme a organisé le mariage. Oui, oui, le mariage de l'année. oui. Le mariage de l'année. J'ai assuré la réalisation en direct. C'est le mariage et le braquage de l'année chez les Gay Sense. Encore une fois dans ma tête. Dans ta carrière télé, il y a eu un moment, puis le Covid, et tu as débuté le contrôle d'écran. Tu l'as fait par colère ou tu savais que ça marcherait? Ça t'a fait passer de 200 000 à des millions d'abonnés, non? Non, donc c'était comme ça. Honnêtement, je vois ça comme l'évolution de Télévision Totale. C'est-à-dire que tu prends les contenus qui se passent quelque part. Ça peut être aussi bien un extrait télé qu'un extrait YouTube ou un extrait de story Instagram. Et de commenter ça d'une certaine manière, dans une forme compacte, avec la possibilité de montrer l'iPad à la caméra et de présenter tout ça très rapidement et en le faisant soi-même. Et ça s'est imposé assez rapidement et c'était simplement une façon de rester dans le coup, de s'amuser. Et que les gens réagissent aussi autant à ça, et justement comme ça. Les personnes concernées ont alors complètement pété les plombs et se sont senties attaquées en conséquence. Oui, donc je trouve que c'est la forme moderne de Télévision Totale. Sur Internet, Il y a déjà eu plusieurs fois une question. Alors combien de fois as-tu reçu des injonctions à ce sujet? Ou aussi des problèmes de droit d'auteur? Tu as montré mon contenu? Je ne veux pas? aucun droit d'auteur, c'est entièrement légal. Il y a une citation et je montre tout. Oui, et on sait aussi clairement à qui ou à quoi ça appartient. D'accord. Je ne l'affiche pas non plus en plein écran, mais plutôt sur l'iPad, où tu vois Plutôt en arrière-plan. ce qui se passe, en quelque sorte. C'est comme les gens qui commentent en ligne, un peu comme avec un fond vert devant. Donc voilà, à cause du droit d'auteur, il n'y a jamais eu le moindre problème. Et à quelle fréquence l'avocat écrit-il? La plupart, je crois, n'ont même pas l'argent pour ça, et ceux qui ont généralement l'argent pour ça n'ont souvent pas l'humour nécessaire pour prendre du recul. Mais ça restait dans des limites raisonnables. Quelle est la plus grande amende que tu as payée? Honnêtement, je n'ai pas encore payé tant d'amendes, parce qu'on a gagné la plupart des affaires ou on les a réglées à l'amiable. Ou simplement, oui, un arrangement. Non, mais là aussi, oui. Il y avait une fois, à l'époque de Wetendas, une jeune femme qui s'appelait Gottschalk, et à ce moment-là, elle a montré sa carte d'identité pour prouver son nom Gottschalk. À Wetendas, j'ai vu sa date de naissance et dit « Oh ». Alors, mais c'était relativement... Enfin, l'âge indiqué sur sa carte ne correspondait pas à son visage, selon mon ressenti. À l'époque, une émission nommée The Swan passait sur ProSieben, où des gens subissaient de la chirurgie esthétique. Et là, j'ai dit « Oh, mais c'est intéressant ici ». On va y arriver sur ProSieben avec The Swan, une super émission. Puis je l'ai recommandée. Elle a ensuite réclamé des dommages et intérêts. Ensuite, je crois qu'elle a fini par obtenir 10 000 €. Elle en voulait 35 000 ou quelque chose comme ça. Et puis 1 an plus tard, on m'en a reparlé. Chez Johannes Bekerner, lors d'un talk show, on m'a demandé comment cela s'était fini. J'ai dit « Oui, ça m'a coûté environ 10 000 €. Mais honnêtement, on ne peut pas faire grand-chose avec ça. » Et puis on s'est demandé si on laissait ça ou pas. Et moi j'ai dit « Ah oui, laisse-le. » Ça m'a encore coûté un billet de 10. Donc vous l'avez laissé finalement? En fait, maintenant, c'est comme ça, j'ai le droit d'en parler. Ce sont des faits.
Je crois que c'était à peu près ce qui a coûté le plus cher. Repenses-tu parfois à ces choses après coup? Tu as aussi eu des soucis avec Loredana au contrôle à l'écran, non? Et souvent, parfois tu penses, si seulement je ne l'avais pas fait. Non, j'ai toujours agi selon la situation comme je le ressentais. Et avec la plupart, ils sont cool et détendus, mais il y en a toujours quelques-uns qui ne trouvent pas ça super. Même là, on se rencontre et ils peuvent en rire. Encore une fois, moi en coulisses. Pour moi, c'est le showbiz. Celui qui montre ses fesses, comme je le dis toujours, que ce soit en story, sur Instagram ou en vidéo. Il doit aussi s'attendre à recevoir parfois un coup. D'accord, je suis même d'accord avec ça. Oui, Il y aura quelque chose de plus, de critique. je suis d'accord, sur les réseaux sociaux, il faut s'y attendre. Arrives-tu vraiment à toujours tout prendre froidement ou es-tu parfois un peu touché le soir? MH. Non, ça ne m'affecte absolument pas. Donc si quelqu'un écrit quelque chose ou quoi, c'est son droit. Ils peuvent le faire et le droit est souvent de notre côté. Ou au pire, on reçoit juste l'ordre de ne rien faire. Ou on se dit aussi, d'accord, on l'a déjà diffusé une fois, ça a déjà existé, pourquoi devrait-on le montrer à nouveau? À quelle fréquence reçois-tu des messages méchants sur WhatsApp ou Instagram comme « je te déteste » ? Je ne sais pas vraiment non plus, parce que je ne regarde presque jamais mes messages privés. Les gens te le disent-ils souvent dans la rue ou jamais? Que te disent les gens qui te croisent? Ils te disent « et » ? La plupart, bizarrement, sont de grands fans, parce qu'ils n'osent pas dans une situation en face à face. Donc soit ils ne t'abordent pas du tout, alors ils restent quelque part et probablement ils parlent dans ton dos en disant « Regarde ». Je vais faire pareil avec Terny tout à l'heure. Oui, parfait, fais-le. Ou bien... Ou alors, d'ailleurs, c'était très drôle. Récemment, j'étais chez Till Lindemann, le chanteur de Rammstein, à son spectacle solo, et ensuite j'étais en coulisses. Tout ça. En sortant, une fille déjà à 1,8 ou 9 grammes m'a dit que j'étais totalement misogyne. J'ai trouvé ça très drôle, surtout venant de Till Lindemann. Dans les coulisses, j'ai trouvé ça drôle, surtout après avoir vu d'énormes vagins projetés sur des écrans de 10 mètres. Et toutes sortes de bites en érection et tout le reste. Je voulais juste le dire, aussi avec des femmes. Je trouve ça bien. Tu as maintenant une grande gueule. Combien de fois cela s'est-il déjà produit? Tu as déjà reçu beaucoup de menaces, non? Oui, bien menacé. Et des gens qui se sentent attaqués ou incités sur Internet, qui disent qu'il faut me casser la figure. Et après qu'il y ait eu cet incident à Dortmund, où le collègue m'a vraiment giflé. Et aussi des gens, dont Sido, entre autres, qui ont applaudi tout ça. Je trouve cela vraiment problématique, car peu importe la situation, c'est totalement asocial. Et je pense que sur le plan verbal, je fais pareil. Oui, chacun peut le faire, mais ça doit en rester là. Donc ils peuvent dire de ma part, genre je trouve ça nul, ou traiter quelqu'un de fils de pute, ou autre. Et là je dis oui, en fait ça ne concerne que mes enfants, mais pas les autres. Alors dans ce cas, c'est bon, on peut tout à fait le faire. Attends une seconde. D'accord, je laisse comme ça, je prends mes distances. C'est bien public, j'espère. Il en a eu besoin chez moi. D'accord, parce que ce que j'ai trouvé très étrange à l'époque dans la vidéo, c'était la réaction de Christophe Daum qui était assis à côté de toi. Oui, honnêtement, ils étaient tous là, Klaus Strauns aussi, alors rédacteur en chef de BILD AM Sonntag, ainsi que la matinale télé. Tous ceux qui étaient là étaient complètement choqués et ne savaient pas, est-ce que c'était une blague, est-ce qu'il était sérieux ou pas, ou quelque chose comme ça. De plus, pourquoi 4 agents de sécurité ne sont pas intervenus immédiatement? Et pourquoi il était dans le Golden Circle sont aussi des questions à clarifier. Mais j'ai trouvé la sournoiserie. Et aussi le fait que ça ait été filmé sous 2 angles et diffusé immédiatement sur TikTok et autres. Ça montre simplement le comportement totalement asocial de ce type. Et honnêtement, pour moi, il a été beaucoup trop peu puni pour ce qui s'est passé. Mais je trouve que quand quelqu'un pose un nouvel iPhone sur la table au tribunal et s'en sort avec une amende de 1 500 €, je trouve ça tout simplement faible et problématique. Mais au civil, ça lui a coûté, je crois qu'il en est maintenant à 65 ou 70 000 € que ça lui coûte. Cela peut aussi être saisi pendant 30 ans à travers toutes les faillites. Et là, tu peux toujours, et nous le faisons aussi, saisir sur place, même avec une saisie sur les effets personnels et en apparaissant à l'improviste. Donc cela va l'occuper encore pendant 28 ans et demi. Maintenant, vous avez un problème. Ce n'était vraiment pas une bonne action de sa part, j'ai aussi trouvé ça grave. Maintenant, c'est comme ça. S'il venait et disait « Monsieur Pochet, rencontrons-nous en tête-à-tête pour discuter », il voulait le faire au tribunal puis prendre un selfie avec moi après le verdict. oh, tu n'as probablement pas eu envie, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non.
Franchement, c'est un mauvais signal. Je lui ai dit que, d'une certaine façon, il s'en sortait plutôt bien. Avec ce qui est sorti, j'essaierai de ne pas trop en faire. Je ne sais pas s'il l'a compris ainsi. J'ai vu ensuite 1 ou 2 extraits de podcast. Il est encore invité ici et là. C'est son seul extrait qui en fait ne devrait même plus être diffusé. C'est en quelque sorte son One Hit Wonder. Et honnêtement, je n'ai vu que très peu de remords ou quoi que ce soit de ce genre, mais peut-être avec 1 ou 2 ans de recul, et quand tu commenceras vraiment à gagner de l'argent sans le disperser. Nous savons qu'il a touché plusieurs dizaines de milliers d'euros pour la boxe et qu'il y a des mensonges à ce sujet. Bien sûr, mais là aussi, si un État se laisse avoir par ça et ne dit même pas « d'accord », il ne peut pas payer. On le mettrait aussi quelques jours en prison, ce que je trouverais bien, et c'est apparemment ce qui va se passer pour ce genre d'affaires. Je ne sais pas si c'est arrivé ou si ça va arriver. Je pense aussi qu'à partir d'une certaine somme, il faudrait montrer une certaine conséquence. C'est aussi pourquoi l'État n'est plus pris au sérieux par certains collègues dans certains domaines. L'ambiance est retombée, Maintenant, on attend Monsieur Josh. et ensuite elle va monter comme une fusée. Voilà à quoi ça ressemble. Content que vous soyez au Meet Greet. Ici, on aime quand c'est un peu plus intime et agréable. Vous êtes fondamentalement mes préférés parce que vous êtes les riches. Malgré tout, il faut aussi agir pour les cassos dehors. Ça veut dire qu'on est à peu près dans les temps normaux. Tu portes toujours la même chose au meet and greets et dans le podcast où tu changes parfois? Non, juste un peu d'intro au début, mais après, les gens peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Ils apportent souvent des cadeaux, mais aujourd'hui, c'était léger. Oui. Et puis les photos, allez, on continue. Et maintenant c'est parti, tu penses que tu vas encore avoir un hurrah de la part de Monsieur Yaouch? Tu dois lui demander toi-même tout de suite. Comment ça va? Comment ça va alors? Très bien, aujourd'hui j'accompagne Monsieur Pochet pendant une journée. Ah, et j'aimerais tout de suite vous demander pourquoi vous faites cela. Calme, oui. C'est la question centrale de la soirée. Tout le monde se pose cette question et j'aimerais l'aborder sur ma chaîne YouTube. Et vous êtes d'ailleurs la raison pour laquelle elle existe. Monsieur Josh, un récapitulatif de l'année avec Oli Pochet, comment cela se fait-il? Nous nous connaissons depuis longtemps et quand Oli Pocher m'appelle 10 fois, je refuse 9 fois, mais cette fois, c'était la 10e. Et puis on participe aussi parce que c'est quelque chose de complètement différent de la grande scène chez Radio Télé Luxembourg. Oui, mais en fait, 1000 personnes assises devant moi me rendent plus nerveux que quelques millions assises devant leur télé. Je ne les vois pas. C'est vrai, je dois maintenant vous demander, savez-vous que vous êtes la raison pour laquelle 1,5 million de personnes me regardent aujourd'hui sur YouTube? Sans Qui veut gagner des millions, je n'aurais pas cette chaîne et Timo n'aurait pas de maison à Briselang. Oui, ça, une maison à Briselang. Oui, il l'a acheté avec son cachet. Vraiment? Non, mais avec son salaire. Non, certains y sont arrivés, j'en ai même eu. C'était en quelque sorte de la petite monnaie. J'en ai même fait des millionnaires. Ils m'ont aussi fait, mais non. Dans l'émission, oui. Oui. Monsieur Josh, étiez-vous satisfait du direct? C'était quelque chose de complètement différent. Et ça m'a amusé. Oui, et je crois que je ne me suis pas caché non plus. Non, très bien, mais il faut d'abord annuler les 9 prochaines fois, non? Oui, bien sûr.